Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans un nouveau pays. Ce pays est recouvert de moitié de forêt, soit l'équivalent de la superficie du Royaume-Uni. Et je ne vous parle pas ni de la Russie, ni du Canada. Un pays qui a la plus grande mine souterraine au monde. Un pays enfin qui est placé sous le bien-être. En effet, il est coutume de prendre 2 pauses par jour qu'on appelle la fika. Et attention, si vous ne la prenez pas, c'est considéré comme impoli. Un pays dont sa capitale est composée de stations de métro, dont 90% d'entre elles sont richement décorées, ce qui fait de cette ville l'une des plus grandes galeries souterraines au monde, et je ne vous parle pas de Moscou. Enfin, un pays qui a inventé et la dynamite et le prix Nobel, d'ailleurs il s'agit de la même personne, et je ne vous parle pas de la Norvège. Eh bien, ce pays, c'est la Suède. Et si cela vous intéresse, je vous invite fortement à regarder ce qui suit. La Suède est un pays d'Europe du Nord de 438 574 km², soit la taille du Maroc ou de l'Irak. Il s'agit tout simplement du 3e plus grand pays de l'Union européenne. Il a pour voisin à l'ouest la Norvège, que nous avons vu, au nord-est la Finlande et au sud le Danemark. Le nom Suède vient du norrois, cette fameuse langue des Vikings, qui vient en fait du mot Sver, qui désignait en fait le peuple qui habite en fait autour de Stockholm, autour du lac de Mälar. Alors, intéressons-nous plus en détail au relief de ce pays. Eh bien, ce pays est situé dans la partie orientale de la péninsule scandinave, où on assiste à un dénivelé des Alpes scandinaves, une des plus importantes chaînes de montagnes qui s'étire sur 1700 km à la frontière norvégienne à l'ouest, vers la Baltique au sud et le golfe de Botnie à l'est, qui est recouvert par la banquise de novembre à mai. Les principaux cours d'eau prennent également la même direction. Par exemple, le fleuve Glargöta ou Muono-Torné, effectivement, s'écoule d'ouest en est des Alpes vers soit la frontière finlandaise, soit le golfe de Botnie. Puis au sud, le détroit de l'Øresund que nous avons vu dans la vidéo du Danemark, et le Skagerrak et le Kattegat que nous avons mentionné avec la Norvège. Regardez ces vidéos. Le pays s'étend de 1600 km du nord au sud et de 500 km d'ouest en est. Le pays est traditionnellement divisé en 3 régions. Alors d'abord, vous avez au nord le Norrland, qui est une vaste région montagneuse et forestière, où on retrouve à l'extrême nord la région de Laponie. Le Norrland, en fait, c'est la région la plus vaste, mais c'est aussi la moins peuplée de Suède. En effet, elle couvre les 3/5 du pays. Elle est composée de collines, de montagnes arrondies, de grands lacs, de vastes vallées pluviales. À l'ouest, vous avez même les monts Köllen à la frontière norvégienne. En fait, cette chaîne, elle est caractérisée par de nombreux glaciers, dont le plus méridional est le Ägglaxfjallet. Puis au nord du cercle polaire arctique se trouvent les plus hauts sommets de Suède. On peut notamment mentionner le mont Kebnekaise et le mont Sarak, qui sont à plus de 2000 mètres d'altitude et qui sont en fait situés dans le fameux parc national de Sarak. Au centre du pays, vous avez plutôt le Svealand. Alors le Svealand, qu'est-ce que c'est? C'est une immense étendue de plaine à l'est avec de hautes terres à l'ouest. C'est là que l'on retrouve les plus grands lacs du pays. Imaginez-vous, le pays compte plus de 100 000 lacs, dont le plus grand, qui est le lac Vänern, 5600 km². La plaine côtière de Botnie, qui la relie au Norrland, est plutôt basse. On y retrouve la plupart des îles, 267 000 îles, qui sont situées le plus souvent au large des côtes, comme l'archipel de Stockholm et l'archipel de Göteborg. D'ailleurs, la majorité de la surface est plutôt plate à l'est du Svealand et au nord du Götaland. Aujourd'hui, ces paysages sont entrecoupés de forêts mixtes et de terres agricoles. Et enfin, au sud, vous avez le Götaland. Alors, le Götaland, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est des hautes terres du Småland, dont la pauvreté des sols a toujours été cultivée, mais avec une immense difficulté. Et à l'extrémité sud, vous avez les riches plaines de Skåne, qui ressemblent plus au Danemark sur le plan physiographique et économique. Il s'agit d'ailleurs de la région la plus anciennement habitée. L'altitude moyenne du pays est de 320 mètres et le climat est subarctique au nord, continental dans la plus grande partie du pays, montagneux sur les Alpes et océanique dans la région de Göteborg. Alors, intéressons-nous plus en détail aux villes. La population de la Suède est de 10,5 millions d'habitants. Et d'après les projections, en 2030, la Suède atteindra presque 11 millions d'habitants. Il s'agit en fait du pays scandinave le plus
peuplée. Près de 89% en plus des Suédois habitent en ville contre 11% dans les zones rurales. Toutefois, en raison de la superficie de la Suède que nous avons mentionnée, eh bien, la densité par habitant est de 23 habitants. Alors, intéressons-nous plus en détail aux villes. Et commençons par Stockholm. Stockholm, c'est la plus grande ville et la capitale de la Suède, avec 2 millions d'habitants. Elle est le siège du gouvernement et du parlement. Et c'est aussi le lieu de résidence du monarque suédois. La ville, en fait, est située au bord de la mer Baltique, mais aussi à l'embouchure du lac Mälar, qui est très important. Elle est surnommée, comme d'autres villes, en fait, la Venise du Nord. La ville fut fondée en 1252 autour de la petite île de Gamla Stan, qui est en fait la vieille ville. Et elle aurait été fondée par Birger Jarl, que nous allons aborder en histoire. Elle a été créée pour protéger la Suède d'invasions et de pillages par différentes flottes étrangères qui venaient en fait dans la mer Baltique. À la fin du XIIIe siècle, Stockholm va se développer et va devenir plutôt un avant-poste de la Ligue hanséatique. Et ce n'est pourtant qu'en 1419 qu'elle devient la capitale de la Suède. Elle est aussi l'épicentre du mouvement d'indépendance suédois pendant le XVe siècle puisqu'elle fut témoin du bain de sang de 1520. Jusqu'en 1721, la ville croît énormément jusqu'à ce que la guerre du Nord détruise une partie, mais fait que la ville devient un centre important. Et à la fin du 19e siècle, Stockholm retrouve en fait un rôle moteur avec de nouvelles industries, mais aussi le commerce et les services. Au 20e siècle, des travaux d'aménagement urbain importants conduisent à faire de Stockholm une ville à la fois moderne, cosmopolite et en avance dans les domaines technologiques. Puis nous devons mentionner Göteborg. Göteborg, c'est en fait une ville située entre à la fois Oslo, capitale de la Norvège, et Copenhague, capitale du Danemark. La ville compte 600 000 habitants et elle est le principal port suédois vers l'ouest. La ville de Göteborg, en fait, a été fondée un petit peu plus tard par rapport aux autres, puisqu'elle a été fondée au XVIIe siècle. Elle était alors le seul débouché suédois sur le Kattegat. Les premiers habitants, en fait, ont été des Hollandais qui étaient attirés par les différents avantages de la nouvelle ville, comme par exemple les exemptions de taxes, les libertés religieuses, et du coup, ils vont construire finalement cette ville sous un modèle hollandais. La Compagnie suédoise des Indes orientales a aussi été fondée dans cette ville en 1731 pour notamment le commerce du thé, de la porcelaine et de la soie. Au 19e siècle, les fortifications vont être remplacées par des parcs. La ville va s'agrandir, elle va s'industrialiser, notamment avec le canal Göta. L'activité économique de la ville tourne autour de son port qui exporte les fameuses automobiles Volvo, puisque Volvo a son siège dans cette ville, mais aussi les roulements à billes SKF qui a aussi domicilié dans cette ville. La troisième ville de la Suède, c'est Malmö. Alors Malmö, c'est tout simplement la principale ville du sud de la Suède. Elle forme un ensemble qu'on appelle l'Øresund avec Copenhague. Regardez la vidéo sur le Danemark. La ville fut fondée au XIIIe siècle et elle croît grâce à l'économie du hareng. Au XVe siècle, elle devient la principale ville de la Ligue hanséatique, de la Scanie, puisque c'est la région où Malmö figure. En 1524, c'est le traité de Malmö qui va justement entériner la dissolution de l'union de Kalmar que nous allons voir en histoire, mais dont j'avais déjà abordé dans la vidéo du Danemark et de la Norvège. Et puis c'est au traité de Roskilde en 1658 que Malmö va finalement devenir suédoise, puisqu'avant elle était danoise. Et elle va être la victime de différents sièges danois qui justement tentent de récupérer en vain la ville. Au XVIIIe siècle, la reconstruction du port grâce au maire de la ville permet une reprise économique suivie au XIXe siècle de l'industrialisation. Ainsi, certaines entreprises telles que Kockums ou Skanska vont se développer. La population continue d'augmenter au XIXe siècle et elle devient la troisième ville du pays en 1870. Pas très loin de Stockholm, il faut également nommer Uppsala, la quatrième ville de Suède. Alors Uppsala, c'est tout simplement une ville célèbre pour son université qui est la plus ancienne de Scandinavie. La ville fut fondée en 1477 et elle était le centre du paganisme des Suédois. En effet, durant l'âge viking, on trouvait dans cette ville un temple païen où les rois sacrifiaient aux divinités de la vieille religion. Puis la ville est restée le centre de l'église, surtout après la Réforme. Ainsi, l'archevêque de l'église luthérienne suédoise y réside toujours. Et 40% de la ville actuelle est composée d'étudiants. Après Uppsala, il
il faut mentionner Västerås. Alors, Västerås est quant à elle située sur le lac Mälar, donc pas très loin non plus de Stockholm. Elle fut dès l'origine un centre important du commerce en raison de sa position stratégique. Historiquement, elle devient en 1527 le cœur de l'histoire du pays avec notamment la création du Parlement suédois qu'on appelle le Riksdag. Et à la fin du 19e siècle, il faut noter que l'arrivée de l'entreprise ACA, qui est en fait aujourd'hui le groupe ABB, a permis un rebond économique, mais pas que, puisqu'en fait H&M a aussi vu le jour en 1947 dans cette ville. Ensuite, intéressons-nous au découpage administratif. Alors, la Suède est en fait composée de 21 län. Alors, les län, ce sont en fait des provinces. Mais il faut également mentionner que vous avez aussi 25 comtés. Alors, on va parler plutôt des provinces historiques qui n'ont malheureusement plus d'attributs, de rôle officiel, mais qui, culturellement, historiquement, ont quelque chose de beaucoup plus prégnant que les comtés actuels pour les Suédois. Et donc, nous allons d'abord commencer par le Norrland. Alors, le Norrland, c'est 60% du pays, mais seulement 3 habitants au kilomètre carré. Donc, vous imaginez. C'est là, en fait, on va retrouver la population Sami, que nous allons aborder dans les langues. C'est un espace finalement qui est périphérique parce que les espaces urbains se trouvent uniquement sur la côte, comme par exemple la ville de Luleå. Ces villes portières, eh bien en fait ce sont à la fois des lieux où se concentre l'activité industrielle, par exemple tout ce qui vient de l'exploitation des ressources de l'hinterland, comme par exemple le bois ou l'hydroélectricité. Dans le sens contraire, c'est aussi un lieu qui permet de transiter les matières depuis la mer Baltique. Vous avez une activité minière qui est importante pour le cuivre, le zinc, le plomb, et grâce à cette activité, eh bien, vous allez avoir le développement d'une ligne de chemin de fer, par exemple entre Kiruna et Narvik en Norvège. Mais regardons plus en détail ces 8 provinces. Alors, commençons d'abord par la Laponie. La Laponie, c'est la plus grande province de Suède. Imaginez-vous, à elle seule, c'est un quart de la superficie suédoise. On y retrouve le parc national de Sarek, qui a été créé en 1909. En raison, malheureusement, de l'éloignement de la côte, les hivers sont plutôt rigoureux et les étés dépassent à peine les 10 degrés, ce qui explique pourquoi la région est très peu peuplée. Puis, sur la côte, donc la Laponie est au centre, sur la côte, nous avons Norrbotten. Et les Suédois vont commencer à coloniser cette région dès 1335, puisqu'on a dit que les populations autochtones, ce sont les Samis. On y retrouve notamment le village-église de Gammelstad, qui est situé pas très loin de la ville de Luleå. Puis, vous avez une autre ville côtière qui est Västerbotten, qui est connue pour son fromage. Un peu plus au sud, nous avons le Jämtland. C'est la deuxième plus grande province de Suède. Elle est équivalente à l'Irlande, mais effectivement, c'est une région de haute terre, très peu propice à l'agriculture. Elle était en fait une ancienne province norvégienne et ses habitants vont obtenir la citoyenneté suédoise qu'en 1699. Au 19e siècle, la province va en fait connaître un développement surtout orienté vers l'industrie du bois. Et après la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, c'est une région qui va beaucoup souffrir puisque les politiques du gouvernement étaient beaucoup plus orientées vers les villes, la côte et le sud, ce que n'est pas le Jämtland. Mais il faut aussi noter dans cette région que vous avez de très grandes concentrations d'uranium, d'or, de zinc, d'argent, de plomb, de fer et de cuivre. Enfin, la seule grande ville de cette région est à Östersund. La dernière ville que vous avez dans cette région, ça va être Angermanland, qui fait référence au fjord profond situé sur la rivière de Angerman. Et l'essentiel de la population est concentré dans le comté de Västernorrland. Un peu plus au sud encore, nous devons citer le Härjedalen qui appartenait jadis à la Norvège. Alors, la région est connue aussi pour sa fabrication, mais là, la fabrication de fer. Et finalement, la région était beaucoup plus orientée vers la Norvège et donc vers le Trøndelag norvégien. Une grande partie des habitants au 19e siècle, il faut savoir, ont émigré vers le Minnesota. Et en fait, il s'agit ici de la province la moins peuplée de Suède. C'est pour ça qu'il n'y a pas en fait de ville majeure. Et c'est aussi la moins dense avec la Laponie. Puis sur la côte, nous avons encore 3 autres régions. Alors du nord au sud, il faut d'abord mentionner le Medelpad, qui est en fait tout simplement la terre du milieu, car elle se situe entre 2 rivières, le Ljungan et le Lindalshaven. Puis le
Hälsingland où 85% est recouvert de forêts et où l'industrie du bois domine l'économie. On va retrouver des fermes décorées, notamment les fermes décorées du Hälsingland qui sont classées au patrimoine de l'UNESCO. Et enfin le dernier qui est le Gästrikland, qui est en fait la province la plus densément peuplée du Norrland et aussi la plus méridionale du Norrland. C'est pour cela que c'est un peu la porte d'entrée du Norrland. C'est une région de transition puisque au sud, une partie agricole qui va justement ressembler au Svealand, donc le centre de la Suède, mais au nord vous avez plutôt une partie vallonnée et forestière. Ensuite vous avez le Svealand. Alors le Svealand du nom des Sver qui est à l'origine de la Suède. En premier lieu vous avez la province de Uppland qui veut dire la terre haute, qui est en fait le cœur historique du Svealand avec la ville d'Uppsala dont nous avons parlé, mais aussi plus tard de Stockholm. Puis les régions suivantes doivent leur nom en fonction de l'Uppland. Ainsi vous avez le Västmanland. Et le Västmanland, c'est tout simplement le pays des hommes vivant à l'ouest de l'Uppland. Et le Södermanland, c'est le pays des hommes du sud ou vivant au sud de l'Uppland. Donc cette dernière comprend avec l'Uppland d'ailleurs la ville de Stockholm, mais aussi le site archéologique de Birka et le château de Dronningholm. À l'ouest du Svealand, vous avez la Dalekarli que l'on mentionnera en histoire. C'est une destination aujourd'hui très touristique qui est privilégiée en raison de ses nombreux lacs, ses forêts. On parle des dialectes très différents, dont l'efdalien. C'est aussi une région historique de mines, dont celle de Stora Kopparberg qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Enfin, deux autres régions à mentionner sont le Närke qui au XVIIe siècle était connu pour sa production de bœufs qui servait justement pour les mines de Dalekarli. Et le travail de cette peau de bœuf, en fait, elle a entraîné le développement de l'industrie de la cordonnerie. Et enfin, vous avez le Värmland. Alors Värmland qui est la région du plus grand lac de Suède, le Vänern. Ensuite, vous avez le Götaland. Vous avez au sein de cette région trois ensembles. D'abord, un premier ensemble qui tourne autour de Göteborg. Göteborg, ce sont les régions de Västergötland où on trouve Göteborg et son archipel, mais aussi le lac de Vänern et le château de Leikö et de Vättern, le deuxième plus grand lac de Suède. Historiquement, il s'agissait en fait des premières terres évangélisées par les moines britanniques. Et puis, un peu plus au nord, vous avez le Bohuslän. Alors, c'est un ancien comté norvégien qui était réputé pour la pêche et le hareng. Et enfin, vous avez le Desland qui est plutôt la province des lacs de Suède. D'ailleurs, c'est son surnom. Ensuite, vous avez un deuxième ensemble qui est plutôt tourné vers la Baltique. Là, vous retrouvez en fait l'île d'Åland, qui est la deuxième région de Suède la moins peuplée, mais aussi la deuxième plus grande île de Suède, après Gotland. Et ensuite, vous avez Smeland, qui est plus sur la terre, qui a un paysage qui est très similaire au Norrland, bizarrement, puisque en fait, la province est couverte à 50% de forêt, alors qu'on est dans le sud du pays. Les grandes villes sont Jönköping et Kalmar. Il s'agit d'une province avec une participation religieuse plus élevée que dans le reste du pays, ce qui en fait sa particularité. Ensuite, vous avez l'Östergötland, qui est en grande partie agricole. Là, vous y trouvez les villes de Linköping, Norrköping. On peut aussi recenser un certain nombre de châteaux, comme celui d'Ekenes, l'un des châteaux Renaissance les mieux préservés de Suède, mais aussi Sture, Banner, Löfstad ou Vadstena. D'ailleurs, qui a été construit, ce dernier, par la dynastie Vasa. On recense également la province et l'île de Gotland. La province et l'île de Gotland, c'est la plus grande île de Suède, dont la population est majoritairement concentrée sur Visby. En raison de son climat ensoleillé, l'île vit principalement du tourisme et aussi d'une activité militaire puisque l'île occupe une situation très stratégique dans la Baltique. Au Moyen-Âge, la ville de Visby était l'une des villes les plus importantes de la Ligue hanséatique de la Baltique, avant de devenir danoise puis suédoise à partir de 1645. Et enfin, une dernière zone qu'on appelle Skåneland, qui va devenir suédois après le traité de Roskilde de 1658. Donc si vous voulez, cette région a été pendant très longtemps une zone frontalière exposée au conflit entre les deux pays. Le Skåneland, si vous voulez, c'est le Halland, le Blekinge et la Scanie, qui sont toutes les trois des régions agricoles et qui produisent entre un quart à 95% de certains types de céréales de la Suède, ou par exemple comme la betterave, le maïs ou le pois. Alors le Halland particulièrement a vu sa population augmenter au XXe siècle parce qu'en fait sa partie septentrionale jouxte la banlieue de Göteborg. La Scanie, elle, c'est la région la plus méridionale de la Suède. C'est là où vous allez retrouver les villes de Malmö ou Lund. Et la région est reliée au Danemark par le pont de l'Øresund. Elle est la troisième province la plus peuplée de Suède. Concernant le tourisme, en dehors des villes que nous avons déjà mentionnées, on peut citer le Kungsleden, qui veut dire le sentier du roi. C'est
un des plus célèbres sentiers de randonnée d'Europe. Il fait 440 km et il traverse en fait les montagnes du nord de la Suède. Et bien évidemment, vous avez compris qu'il offre de vues magnifiques sur les paysages de la Laponie. Vous avez le château de Grimsholm, qui est un impressionnant château Renaissance situé près de la ville de Mariefred, au bord du lac Mälar. Il est riche en histoire et il abrite une collection de portraits royaux impressionnants. Vous avez le parc national de Sarek, que nous avons mentionné en géographie, qui est situé en Laponie. Ce parc sauvage et reculé est un paradis si vous êtes un amateur de nature et d'aventure en plein air, avec des montagnes imposantes, des vallées profondes et des rivières glaciaires. La langue officielle de la Suède est effectivement le suédois. Le suédois est une langue germanique du groupe germanique nord que nous avons également mentionné, puisqu'elle fait partie dans la branche orientale du même groupe que le danois. Mais il est également intelligible avec le norvégien pour les raisons que nous avons expliquées dans la vidéo sur la Norvège. Le suédois est parlé par plus de 10 millions d'habitants. D'ailleurs, du coup, c'est la langue dominante du groupe. Le suédois est donc la langue officielle de la Suède, mais aussi de la Finlande, comme on le verra dans une prochaine vidéo. Le suédois s'écrit avec l'alphabet latin, auquel se rajoute un certain nombre de lettres spécifiques. Nous pouvons mentionner par exemple le A tréma, qui se mentionne comme un E, avec un E accent grave, le A avec un O qui se mentionne comme un O, le O tréma qui se prononce comme un E, le U qui se prononce comme un OU et le grec qui se prononce comme un U. Le suédois a toujours été influencé par d'autres langues étrangères, notamment le bas-allemand, mais aussi l'anglais et le français. Vous avez en fait un suédois standard qu'on appelle le riksvenska. Vous avez également des variétés régionales, on peut mentionner le norlandais, le svelandais, le gotalandais, le gotlandais, mais aussi le suédois méridional et le suédois oriental parlé en Finlande. La répartition ethnique du pays est très intéressante puisqu'on est encore dans un pays homogène, bien que la Suède ait connu une immigration importante ces 20 dernières années. 85% des habitants de la Suède sont suédois et parlent le suédois que j'avais mentionné. 5% sont finlandais et sont bilingues en fait, suédois-finlandais. Et j'exposerai plus en détail dans une prochaine vidéo qu'est-ce que le finnois, la langue parlée par les Finlandais. Et puis vous avez 5% autres d'Européens, plutôt des gens des États baltes, de la Pologne, de la Roumanie, mais aussi des Allemands et des Britanniques, et également des populations du Moyen-Orient, des Turcs, des Kurdes, des arabophones, et enfin quelques Asiatiques. On peut mentionner effectivement des Indo-Pakistanais, des Chinois ou des Thaïlandais. Alors comment on est arrivé dans cette situation linguistique? Eh bien là, c'est l'histoire qui va nous le dire. Le pays aujourd'hui est membre de différentes organisations, mais comme le pays n'a pas été envahi pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elle n'a pas adhéré dès le début, comme la Norvège et le Danemark, à l'OTAN. Sauf que en 2024, eh bien, elle est maintenant membre, c'est le dernier membre de l'OTAN. Et concernant de l'Union européenne, elle est aussi membre, mais effectivement, même chose, en raison de sa politique de neutralité, elle n'a pas voulu adhérer aux organisations internationales et elle l'a fait qu'en 1995. Toutefois, la Suède n'est pas membre de la zone euro, alors qu'elle a ratifié le traité de Maastricht. En fait, il y a eu un référendum en 2003. La population suédoise, étant très attachée à la couronne suédoise, elle a refusé l'adhésion à la zone euro. On a effectivement deux partis politiques. Vous avez d'abord le Parti social-démocrate, qui est le plus ancien parti politique de la Suède, puisqu'il a été créé en 1889. Il a régné pendant près de 80 ans. On peut notamment citer Per Albin Hansson, qui est Premier ministre entre 1932 et 1946, et Tage Erlander, qui est entre 1946 et 1969, qui ont mis en place l'État-providence. Le Parti
Parti social-démocrate va revenir dans les années 80, mais pour effectivement financer ces nouvelles politiques sociales, ils vont énormément augmenter les taxes, comme au Danemark, et c'est pour ça que la Suède est un des pays qui est un des plus taxés au monde. Il est souvent allié aux Verts, qui est un parti qui existe depuis les années 80, et le parti de gauche, qui est en fait les anciens communistes, alors qui eux souvent ne s'allient pas, mais en tout cas soutiennent le Parti social-démocrate. L'opposition, elle, est incarnée par les modérés. Il s'agit plutôt d'un parti libéral conservateur. Il est souvent allié au Parti du Centre, qui est un parti social-démocrate, les chrétiens démocrates, qui est un parti de centre-droit. Enfin, il faut souligner l'augmentation de plus en plus des démocrates de Suède, qui est un parti nationaliste et grignote les voix d'un certain nombre de partis traditionnels. Concernant l'économie, 20e siècle qui va voir l'essor des produits suédois, on peut notamment nommer l'acier, la pâte à papier, les allumettes, les téléphones, les aspirateurs. Il faut noter une date très importante, c'est en 1938, les accords de Saltsjöbaden, qui vont véritablement former le fameux modèle suédois. On constate vers les années 80 et surtout 90 un ralentissement de l'économie suédoise qui va se marquer, comme on l'a vu, par une augmentation des taxes. Cette augmentation des taxes va permettre l'investissement plutôt dans l'économie numérique. La Suède est un pays qui dépend énormément encore de ses exportations. On peut penser au Volvo. Le PIB de la Suède en 2000 était de 262 milliards de dollars. Aujourd'hui, il est à plus de 600 milliards de dollars. Le PNB par habitant a également augmenté puisqu'il est passé de 30 000 dollars à 56 000 dollars. Concernant la répartition économique du pays, on constate un pays qui représente une économie assez similaire aux pays européens puisque 2% est consacré aux services primaires. On peut penser à l'agriculture, la pêche, mais bien sûr la sylviculture en raison, comme j'ai expliqué, 50% du pays est occupé par les forêts. Le secteur secondaire, on peut nommer l'industrie manufacturière, la construction, l'exploitation minière, l'ingénierie, l'automobile, on pense notamment au Volvo, l'équipement électrique et le secteur tertiaire, on peut notamment nommer le commerce 10%, les services financiers entre 4 et 5% avec des grands groupes, la santé entre 9 et 10%, l'éducation 6-7%, le tourisme 2-3% et d'autres services. C'est une économie qui est également marquée par ces grandes entreprises. Parmi celles-ci, nous devons citer notamment Volvo Group, un des principaux fabricants de véhicules, Ericsson, leader mondial dans le domaine des technologies de communication et des réseaux, H&M du nom NS & Morris, une des plus grandes chaînes de vêtements au monde. On peut aussi mentionner Ikea ou Yotun qui est une entreprise de peinture, AstraZeneca que nous avons connu durant le Covid, Skanska qui est un des plus grands groupes de construction et de développement immobilier au monde, ABE, SE Brown Boveri, acteur majeur dans le domaine par exemple de l'ingénierie, de l'automatisation, Electrolux, un des principaux fabricants d'appareils électroménagers, le Tetra Pak, et oui le Tetra Pak c'est une invention suédoise spécialisée dans les solutions d'emballage. Vous avez aussi Spotify, et oui la plateforme de streaming musical fondée à Stockholm et suédoise. Enfin Sandvik, une des entreprises spécialisées dans les matériaux de haute technologie concernant la culture et la société. Le groupe pop ABBA, et oui Benny Andersson, Annie Friedlin-Stagg, Agneta Falskog et Björn Ulvaeus, c'est le groupe le plus connu. Et puis, il ne faut pas non plus oublier le death metal qui est assez populaire à partir des années 90 en Suède. Oh, sinon, en termes de peintres, on peut mentionner Anders Zorn qui est connu pour ses portraits et ses paysages. Vous avez Carl Larsson qui est une artiste célèbre pour ses aquarelles, très populaire en Allemagne. Ilma af Klint, une pionnière de l'art abstrait. Et puis, en termes d'écrivains, vous avez August Strindberg qui est un dramaturge et romancier influent. Ensuite, vous avez Selma Lagerlöf qui est la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature en 1909. Vous avez aussi Stieg Larsson qui est auteur de la trilogie Millennium et qui a gagné une immense popularité internationale, en particulier avec le premier livre Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Ensuite, vous avez les scientifiques, le fameux Carl von Linné ou Carl Linnaeus qui est un botaniste et zoologiste célèbre pour avoir développé le système de classification des espèces qui est encore utilisé aujourd'hui. Bien évidemment, Alfred Nobel, inventeur de la dynamite, mais aussi fondateur des prix Nobel. Et enfin, Svante Arrhenius qui est un chimiste et physicien, lauréat du prix Nobel de chimie en 1903. Concernant la gastronomie, si vous êtes plutôt viande, je vous conseille en fait le köttbullar ou les boulettes de viande. C'est ces petites boulettes qui sont très connues, servies avec des pommes de terre, une sauce brune. Vous avez aussi le gravat de lax, alors là c'est plutôt du saumon dans un mélange de sucre, de sel et d'aneth. Vous avez le fameux Smörgåsbord, un buffet suédois traditionnel qui est composé de différents plats froids et chauds qui comprend des poissons, des viandes, des salades et des pains. C'est un peu une façon
populaire de servir un repas lors des fêtes et des occasions spéciales. Vous avez également le Janssen Frestalse, un plat de gratin de pommes de terre souvent préparé avec des oignons, des anchois et de la crème. Vous avez le Ragmorkas, qui est un sandwich aux crevettes. Vous avez le Princess Tarta, et oui, c'est le gâteau de princesse. C'est un gâteau avec différentes couches de génoise, de crème pâtissière, de confiture, de framboise. Et vous avez le Knäckebröd, qui est un pain croustillant suédois. Enfin, il faut mentionner le hareng, qui est incontournable. Concernant enfin le sport, nous devons mentionner Björn Borg, qui est un joueur de tennis légendaire. Il a remporté 11 titres de Grand Chelem, dont 5 consécutifs à Wimbledon. Ensuite, il faut mentionner Zlatan Ibrahimovic. Ensuite, nous avons Carolina Klüft, qui est une athlète d'heptathlon. Klüft a remporté de nombreuses médailles, y compris l'or aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Ensuite, vous avez Henrik Lundqvist, qui est un gardien de but de hockey sur glace, qui a connu une carrière exceptionnelle en NHL avec les New York Rangers. Ensuite, vous avez Ingemar Stenmark, qui est un skieur alpin qui a dominé le circuit de la Coupe du Monde dans les années 1970 et 1980. Et enfin, Olof Lund, qui est un athlète en biathlon qui a remporté plusieurs médailles aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques.